À 6h37 au matin du 7 décembre 1941, le lieutenant William Outerbridge se tenait sur la passerelle de l'USS Ward, observant un périscope fendre l'eau à 1500 mètres devant lui. Il commandait ce navire depuis exactement 48 heures. Le périscope appartenait à un sous-marin japonais tentant de s'infiltrer dans Pearl Harbor. Dans 3 minutes, Outerbridge ordonnerait à ses canons de tirer. Dans 3 minutes, son équipage coulerait ce sous-marin. Dans 3 minutes, les États-Unis tireraient leur premier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale. Personne à Pearl Harbor ne le croirait. Le Ward était une relique construite en 1918 au chantier naval de Mare Island en Californie pendant la Première Guerre mondiale. C'était un destroyer de classe Wick. 4 cheminées, 1154 tonnes de déplacement standard, 314 pieds de long, vitesse maximale de 35 nœuds, quand ses moteurs coopéraient. Armement principal, 4 canons de 4 pouces et 50 calibres, un à l'avant, 2 au milieu du navire, un à l'arrière. Il passa la Première Guerre mondiale en mission d'escorte de convoi, puis fut mis en réserve en 1921. Pendant 20 ans, le Ward resta en réserve à San Diego. Sa coque rouillait, sa machinerie se détériorait, ses conduites de vapeur se corrodaient. En 1941, il était obsolète. Les destroyers modernes étaient plus rapides, mieux armés, mieux équipés. Le Ward était une pièce de musée encore à flot. Mais en janvier 1941, la marine avait besoin de tous les navires possibles. La guerre avec le Japon approchait. Tout le monde le savait. La seule question était quand. Le Ward fut remis en service le 15 janvier 1941. Son équipage se composait principalement de réservistes navals du Minnesota. 85 hommes de Saint-Paul et Minneapolis qui n'avaient jamais servi sur un destroyer auparavant. Ils s'entraînèrent à San Diego jusqu'en février, puis mirent le cap sur Pearl Harbor en mars. Le problème avec un navire obsolète et un équipage de réserve était simple, personne ne les prenait au sérieux. Le lieutenant-commandant Hunter Wood Jr. commanda le Ward de sa remise en service jusqu'à l'été et l'automne 1941, alors que les tensions avec le Japon s'intensifiaient. Wood était un officier compétent qui entraînait l'équipage de réserve sans relâche. Mais le 5 décembre, Wood fut réaffecté pour commander un autre destroyer. Cela laissa Outerbridge aux commandes. William Outerbridge avait 35 ans, né à Hong Kong, élevé à Middleport dans l'Ohio. Diplômé de l'Académie navale, promotion 1927. Il avait servi 14 ans dans la marine, dont 3 ans et demi sur la station de Chine à bord du croiseur lourd Augusta. Il connaissait le Pacifique. Il connaissait les Japonais. Il les avait observés se préparer à la guerre lorsqu'il était stationné en Asie de 1937 à 1940. Prendre le commandement du Ward le 5 décembre 1941 était son premier commandement indépendant. 2 jours plus tard, il prendrait la décision la plus importante de sa carrière. Le matin du 7 décembre commença à 3h42. Le Ward patrouillait à l'extérieur de Pearl Harbor, naviguant à 15 nœuds. Le dragueur de mine Condor travaillait dans la même zone, balayant l'entrée du port d'avant en arrière. À 3h57, la lampe à signaux du Condor commença à clignoter. L'officier de quart du Ward lut le message, sous-marin submergé repéré en route vers l'ouest, vitesse 9 nœuds. Outerbridge dormait dans sa cabine. On le réveilla. Il vint sur la passerelle en peignoir, ordonna le branle-bas de combat, dit à l'équipage de commencer les balayages sonars. Pendant les 2 heures suivantes, le Ward chercha, ne trouva rien. À 4h35, Outerbridge leva l'alerte générale. Fausse alarme. Cela arrivait probablement tout le temps. Une vigie nerveuse voyant des choses qui n'existaient pas. À 6h30, le navire de ravitaillement Antar approchait l'entrée du port, remorquant une barge en acier. Un avion de patrouille PBY tournait au-dessus. Le pilote vit quelque chose dans l'eau derrière l'Antar. Petit, sombre, en mouvement. Il largua des marqueurs de fumée. Outerbridge était dans la salle des cartes quand son officier de quart l'appela sur la passerelle. 6h37, venez voir ça. Outerbridge monta sur la passerelle. À travers ses jumelles, il pouvait le voir clairement. Petite tour de commandement, coque cylindrique, pas de pont. Se déplaçant à 8 nœuds, suivant l'Antar vers l'entrée du port, essayant de se faufiler à travers les filets anti-sous-marins quand l'Antar les ouvrirait. C'était un sous-marin dans une zone restreinte, suivant un navire américain vers Pearl Harbor. Outerbridge donna 4 ordres en succession rapide. Toutes les machines en avant toutes. Branle-bas de combat. Armez tous les canons. Préparez-vous à éperonner si nécessaire. Le Ward bondit en avant, accélérant de 5 à 25 nœuds en moins d'1 minute. L'équipage se précipita au poste de combat. Les hommes qui prenaient leur petit déjeuner ou dormaient laissèrent tout tomber et coururent. Ce n'était pas un exercice. La voix de leur capitaine dans l'interphone était différente cette fois. Urgente, réelle. Le Ward combla la distance en 5 minutes. Le sous-marin ne les vit pas venir. Ne plongea pas. Ne changea pas de cap. Continua simplement à suivre l'Antar à 8 nœuds, concentré sur l'entrée du port devant lui. À 6h45, le canon numéro 1 du Ward tira. Porté environ 100 mètres. L'obus passa directement au-dessus de la tour de commandement du sous-marin. Raté. Le canon numéro 3 tira 15 secondes plus tard. Porté 50 mètres. L'obus de 4 pouces frappa le sous-marin à la ligne de flottaison, là où la coque rencontrait la tour de commandement. Touché direct. Le sous-marin bascula à tribord. L'eau se déversa dans le trou. La tour de commandement s'inclina. Le Ward dépassa le sous-marin à pleine vitesse, puis largua des grenades sous-marines réglées pour 30 pieds. 4 charges roulèrent de la poupe. Des explosions sous-marines envoyèrent des colonnes d'eau blanche dans les airs. Le sous-marin disparut. Nappe de pétrole à la surface, 300 mètres derrière. Rien d'autre visible. Outerbridge envoya un message radio à Pearl Harbor à 6h53.
Nous avons attaqué, tiré sur et largué des grenades sous-marines sur un sous-marin opérant dans la zone maritime défensive. Le message parvint à l'officier de surveillance des communications du 14e district naval. Il le lut, n'y crut pas. Le Ward avait un nouveau capitaine, un équipage de réserve, un vieux navire. Probablement de la nervosité de guerre, probablement des hallucinations. Des rapports de sous-marins arrivaient depuis des semaines. Aucun n'avait été confirmé. C'était probablement encore une fausse alerte. L'officier de surveillance transmit le message à la chaîne de commandement avec une faible priorité. Aucune action immédiate prise, aucune alerte envoyée à la flotte, aucun avertissement émis au navire dans le port. À 7h55, 1h02 après que le Ward eut coulé le sous-marin, les avions des porte-avions japonais commencèrent leur attaque sur Pearl Harbor. 183 avions dans la première vague. Bombardiers en piqué, bombardiers torpilleurs, chasseurs. Ils frappèrent la rangée des cuirassés, Ford Island, Icahn Field, Wheeler Field, la station aéronavale de Kaneo. La flotte du Pacifique était au mouillage. 8 cuirassés, 8 croiseurs, 30 destroyers, 4 sous-marins. La plupart des équipages suivaient la routine du dimanche matin, section de quart minimale, hommes prenant leur petit déjeuner ou dormant ou se préparant pour les offices religieux. Les Japonais obtinrent une surprise tactique complète, non pas parce qu'aucun avertissement n'avait été donné. Un avertissement avait été donné. Le Ward avait coulé un sous-marin japonais 68 minutes avant le début de l'attaque. Le Ward avait transmis cette information par radio au quartier général, mais personne n'y avait cru. 2403 Américains moururent à Pearl Harbor. 1178 furent blessés. 4 cuirassés coulèrent. 4 autres furent endommagés. 3 croiseurs endommagés. 3 destroyers endommagés. 188 avions détruits au sol. Le Ward passa le 7 décembre à l'extérieur de l'entrée du port à chasser d'autres sous-marins. L'équipage largua plus de 130 grenades sous-marines sur des contacts suspects. Ne trouva rien de concluant. Passa la journée à regarder la fumée s'élever de Pearl Harbor, écoutant les rapports radio, sachant qu'ils avaient essayé d'avertir tout le monde. Pendant des semaines après, le doute persista. Le Ward avait-il vraiment coulé un sous-marin ou avait-il tiré sur un faux contact? Certains officiers pensaient que l'équipage avait paniqué. Nouveau capitaine, équipage de réserve, tirant sur des ombres. D'autres pensaient qu'ils avaient peut-être touché un sous-marin ami par erreur. D'autres encore croyaient que le sous-marin avait pu s'échapper et que le Ward l'avait simplement endommagé. Outerbridge reçut la Navy Cross pour cette action. La citation le créditait d'avoir attaqué et possiblement coulé un sous-marin ennemi. Possiblement, pas définitivement. La marine n'était pas sûre. Le scepticisme blessait. L'équipage du Ward savait ce qu'ils avaient fait. Ils avaient vu le sous-marin, vu l'obus frapper, vu le sous-marin couler. Mais sans épave, sans corps, sans preuve physique, le doute demeurait. Pendant 61 ans, la question resta sans réponse. Le Ward avait-il réellement coulé un sous-marin japonais le 7 décembre 1941, ou avait-il tiré sur autre chose? La marine japonaise avait lancé 5 sous-marins de poche dans le cadre de l'attaque de Pearl Harbor. Tipa, classe Kaoyoteki, équipage de 2 hommes, 46 tonnes, 78 pieds de long, armés de 2 torpilles. Le plan était que ces sous-marins pénètrent Pearl Harbor avant l'aube, se cachent au fond, puis attaquent les navires américains pendant le raid aérien. Les sous-marins étaient un ajout tardif au plan d'attaque. L'amiral Isoroku Yamamoto les approuva en octobre 1941 malgré les objections de ses planificateurs de l'aviation. Les aviateurs pensaient que la mission sous-marine était trop risquée, pourrait compromettre la surprise, pourrait alerter les Américains avant la frappe aérienne. Yamamoto passa outre. Les sous-marins attaqueraient. 5 sous-marins porteurs transportèrent les sous-marins de poche à travers le Pacifique. I-16, I-18, I-20, I-22, I-24. Ils lancèrent leur petit submersible à 7 miles de Pearl Harbor entre 1h30 et 3h30 le 7 décembre. Les 5 sous-marins de poche furent perdus. Un fut coulé par le Ward à 6h45. Un fut coulé à l'intérieur du port par le destroyer Monaghan à 8h43. Un s'échoua et fut capturé. 2 disparurent, sort inconnu. Les équipages, 10 hommes au total, furent tués. Ils devinrent les premières victimes japonaises de la guerre du Pacifique. Les premières victimes causées par les Américains, tués par le Ward plus d'une heure avant le début de l'attaque aérienne. Mais sans preuve, sans épave, l'histoire resta incertaine. En 1991, 50 ans après Pearl Harbor, des chercheurs commencèrent à chercher le sous-marin du Ward. Ils utilisèrent des sonars à balayage latéral, des magnétomètres, des submersibles. Ils fouillèrent les eaux à l'extérieur de Pearl Harbor où le Ward avait signalé l'attaque. Ne trouvèrent rien. En 2000, une autre recherche. Sonar avancé, meilleur équipement. Toujours rien. En 2002, le laboratoire de recherche sous-marine d'Hawaï utilisa une technologie de balayage latéral nouvellement acquise. Le 28 août 2002, ils le trouvèrent. Sous-marin japonais de poche, classe Kaoyoteki, à 1312 pieds sous l'eau, environ 5 miles à l'extérieur de Pearl Harbor. Le sous-marin était intact sauf pour un trou de 4 pouces de diamètre sur le côté tribord de la tour de commandement, à la ligne de flottaison, exactement où le canonnier du Ward avait dit l'avoir frappé. Tir parfait. Les grenades sous-marines n'avaient causé aucun dommage structurel. Le sous-marin avait coulé parce que l'eau s'était déversée par ce seul trou d'obus. La découverte prouva ce que l'équipage du Ward avait affirmé pendant 61 ans. Ils avaient coulé un sous-marin japonais à 6h45 le 7 décembre 1941. Ils avaient tiré les premiers coups américains de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient tué les premiers combattants ennemis. Ils avaient donné l'alerte plus d'une heure avant l'attaque aérienne et personne ne les avait crus.
Après Pearl Harbor, le Ward continua ses missions de patrouille dans les eaux hawaïennes jusqu'au début de 1942. En octobre, il partit pour la côte ouest pour être converti en transport rapide. Ses tubes lance-torpilles furent retirés. Son canon numéro 3, le canon qui avait coulé le sous-marin, fut retiré et mis en stockage. Des couchettes pour les troupes furent installées. Des bossoirs pour embarcations de débarquement furent montés. Il fut redésigné APD, 16 en février 1943. En tant que transport rapide, le Ward pouvait transporter 200 soldats et leur équipement à 30 nœuds, assez rapide pour éviter les sous-marins, tirant d'eau assez faible pour s'approcher des plages, assez armé pour fournir un appui-feu. Il était parfait pour les campagnes de saut d'île en île dans le Pacifique. Le Ward fut déployé aux îles Salomon en avril 1943. Il participa aux opérations à Guadalcanal, Tulagi, Nouvelle-Géorgie, Bougainville. Le 7 avril 1943, des avions japonais attaquèrent la flotte de transport au large de Tulagi. Le Ward repoussa de multiples attaques aériennes, abattit 2 avions, ne subit aucun dommage. Durant le reste de 1943 et en 1944, le Ward effectua des missions d'escorte et de transport dans tout le Pacifique Sud-Ouest. Il débarqua des troupes à Cedar, l'île Nissan, Emiro, Étape, Biak, Cap San Sapor, Moroté. Plus d'une douzaine de débarquements amphibies majeurs. Il gagna 9 étoiles de bataille pour son service dans le Pacifique. Pendant ce temps, Outerbridge quitta le Ward en septembre 1942. Changement de commandement de routine. Il partit pour Washington pour travailler au bureau du chef du transport naval. Travail de bureau. Sûr. Ennuyeux. Loin du combat. Mais fin mai 1944, Outerbridge obtint un nouveau commandement. USS O'Brien, destroyer numéro 725. Classe Allen M. Sumner. Tout neuf, moderne, rapide, lourdement armé, tout ce que le Ward n'était pas. L'O'Brien fut d'abord déployé en Europe. Arriva à temps pour l'invasion de Normandie le 6 juin 1944. Outerbridge amena l'O'Brien près d'Omaha Beach, si près qu'il pouvait voir les soldats allemands dans les bunkers. Les canons de 5 pouces de l'O'Brien martelèrent les positions allemandes, soutinrent les avancées de l'infanterie, aidèrent à capturer Cherbourg. Après la Normandie, l'O'Brien fut transféré dans le Pacifique. Arriva en octobre 1944 à temps pour la libération des Philippines. La marine menait des débarquements amphibies au golfe de Leyte, à la baie d'Ormoc et en d'autres endroits à travers les îles Philippines. L'O'Brien rejoignit le groupe de tâches 78.3 sous le contre-amiral Arthur Struble. Leur mission était d'escorter la 77e division d'infanterie jusqu'à la baie d'Ormoc sur la côte ouest de Leyte. Le Ward faisait partie du même groupe de tâches. Il opérait aux Philippines depuis le 17 octobre, débarquant des troupes à l'île d'Inaga lors de l'invasion initiale de Leyte. Début décembre, le Ward effectuait des courses de transport vers la baie d'Ormoc. 7 décembre 1944. 3 ans jour pour jour après Pearl Harbor. Le Ward patrouillait au large de la baie d'Ormoc. Il venait de débarquer des troupes de l'armée et se dirigeait vers son poste de patrouille. Le matin était clair, bonne visibilité. Les avions japonais avaient été actifs dans la région pendant des semaines. Kamikaze. Attaque suicide. Navires touchés, endommagés, coulés. Vers 7 heures, plusieurs avions japonais s'approchèrent de la flotte d'invasion. Kamikaze. Bombardiers en piqué Val arrivant bas et vite. Le feu anti-aérien des escortes remplit le ciel. Plusieurs avions furent abattus. D'autres percèrent. Un kamikaze plongea sur le Ward. L'équipage ouvrit le feu. Canon de 5 pouces, canon de 40 mm, canon de 20 mm. Tout ce qu'ils avaient. Toucha l'avion plusieurs fois. Des morceaux s'envolèrent. Le moteur fuma, mais le pilote continua. Le kamikaze frappa le Ward au milieu du navire, à la ligne de flottaison. La bombe de l'avion explosa à l'impact. Les réservoirs de carburant se rompirent. Un incendie éclata immédiatement. L'explosion déchira les espaces techniques. Les 2 chaudières furent inondées. Toute l'électricité perdue. Le Ward s'arrêta net. L'équipage combattit les incendies pendant 30 minutes. Utilisa chaque tuyau d'incendie, chaque extincteur, chaque seau. Les flammes se propagèrent plus vite qu'ils ne pouvaient contrôler. Le mazout brûlait sur l'eau autour du navire. Les munitions explosaient sous l'effet de la chaleur. Le navire était en train de mourir. Le capitaine donna l'ordre à 7h30. Abandonnez le navire. Tout le monde par-dessus bord. Les navires d'escorte avancèrent pour secourir les survivants. L'O'Brien était l'un d'eux. Outerbridge se tenait sur la passerelle de l'O'Brien, regardant son ancien navire brûler. Le Ward. Le navire qu'il avait commandé 3 ans auparavant. Le navire qui avait tiré les premiers coups américains de la guerre. Brûlant hors de contrôle, mort dans l'eau, équipage abandonnant. L'amiral Struble donna l'ordre à Outerbridge à 8 heures. Couler le Ward par des tirs d'artillerie. C'était un danger pour la navigation. Brûlant, dérivant, bloquant l'approche de la baie d'Ormoc. Il devait disparaître. Outerbridge ordonna au canon de l'O'Brien de tirer. Les obus de 5 pouces frappèrent le Ward le long de la ligne de flottaison, l'un après l'autre. Méthodique. Professionnel. Les obus déchirèrent le mince blindage de la coque. L'eau se déversa. Le Ward s'enfonça plus bas dans l'eau. À 8h30, le Ward glissa sous la surface. Il coula la poupe en premier, la proue se levant, puis glissant sous l'eau. Disparut. Un seul membre d'équipage du Ward avait été blessé lors de l'attaque kamikaze elle-même. Les autres furent secourus. 200 hommes retirés de l'eau par l'O'Brien et d'autres escortes. Ils regardèrent leur navire disparaître, regardèrent la nappe de pétrole s'étendre, regardèrent les bulles monter puis s'estomper. Outerbridge rédigea le rapport d'action cette nuit-là. Et énuméra les faits. Ward touché par un kamikaze. Navire abandonné. Coulé par les tirs de l'O'Brien. Il ne mentionna pas la date.
Ne mentionna pas la coïncidence. N'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Le Ward gagna 9 étoiles de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Médaille du service de défense américain avec agrafe de flotte, médaille de campagne Asie-Pacifique, médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, médaille de libération des Philippines, citation d'unité présidentielle de la République des Philippines. Plus de distinctions que la plupart des destroyers 2 fois sa taille. Le Cannon numéro 3, le Cannon qui avait coulé le sous-marin japonais, était toujours en stockage aux États-Unis. Après la conversion du Ward en transport rapide, le Cannon avait été retiré et envoyé dans un entrepôt de la marine à Washington. Il y resta 15 ans. En 1958, le Minnesota célébra son centenaire. L'État voulait un mémorial militaire. Quelqu'un se souvint du Cannon du Ward. Se souvint que l'équipage était composé de réservistes du Minnesota. Se souvint du premier tir. Le Cannon fut expédié à Saint-Paul. Installé sur les terrains du Capitole de l'État du Minnesota. Une plaque fut montée énumérant les noms des réservistes de Saint-Paul qui avaient servi à bord du Ward. Le Cannon qui avait tiré le premier coup américain de la Seconde Guerre mondiale reposait maintenant sur une dalle de béton au Minnesota, à 3000 miles de Pearl Harbor. Outerbridge poursuivit sa carrière dans la marine après la guerre. Il commanda la division de destroyers 42 en 1945 et 46. Servit à l'état-major du Naval War College. Commanda l'escadron de destroyers 4 en 1949. Servit comme chef d'état-major de la flottille de destroyers 4 de 1950 à 51. Commanda le croiseur Los Angeles de 1953 à 1955. Il prit sa retraite en 1957 au rang de contre-amiral. Quitta la marine après 30 ans de service. Enseigna les sciences dans des écoles privées en Floride et à Washington durant les années 1960. Ses étudiants n'avaient aucune idée que leur professeur de sciences avait tiré les premiers coups de la Seconde Guerre mondiale. Outerbridge mourut le 20 septembre 1986 à son domicile à Tifton en Géorgie. Il avait 80 ans. Sa nécrologie mentionnait sa carrière dans la marine, mentionnait Pearl Harbor, mentionnait le premier tir. Pendant des décennies, le lieu de repos final du Ward demeura inconnu. La marine l'enregistra comme coulé dans la baie d'Ormoc, mais les coordonnées exactes n'étaient pas claires. La zone n'avait jamais été cartographiée. L'épave était quelque part entre 600 et 700 pieds d'eau. Personne ne savait exactement où. En novembre 2017, le cofondateur de Microsoft Paul Allen lança une expédition pour trouver des navires perdus pendant la bataille du golfe de Leyte. Son navire de recherche Hervé Petrel disposait de sonars avancés et de véhicules télécommandés. L'équipe prévoyait de localiser plusieurs cuirassés et croiseurs japonais coulés pendant la bataille. Le 1er décembre 2017, 73 ans après que le Ward eut coulé, le ROV du Petrel le trouva. Il reposait à 686 pieds d'eau dans la baie d'Ormoc. L'épave était intacte. Le point d'impact du kamikaze était clairement visible. La coque montrait où les obus de l'eau brillant avaient déchiré le blindage. La bataille finale du Ward était écrite dans le métal tordu. Aujourd'hui, les 2 épaves reposent sur le fond de l'océan. Le sous-marin japonais qui l'a coulé repose à 1312 pieds de profondeur, à 5 miles de Pearl Harbor. Le Ward lui-même repose à 686 pieds de profondeur dans la baie d'Ormoc. Les 2 sont des tombes de guerre. Les 2 sont des sites protégés. Le Cannon numéro 3 se trouve toujours au Capitole de l'État du Minnesota. 66 ans de climat du Minnesota ont fait des ravages. La peinture s'écaille. La rouille transparaît. Le Cannon se corrode. En 2024, l'État approuva un financement pour déplacer le Cannon au musée militaire et des vétérans du Minnesota au camp Ripley. Là, il sera restauré, protégé des éléments, exposé à l'intérieur où les générations futures pourront le voir. Ce Cannon a changé l'histoire. À 6h45 le 7 décembre 1941, un réserviste de Saint-Paul tira sur la corde de mise à feu. L'obus vola 50 mètres, frappa la tour de commandement d'un sous-marin, et changea tout. C'était le premier tir, la première salve, le commencement. 68 minutes plus tard, les bombes japonaises commencèrent à tomber sur Pearl Harbor. La guerre que tout le monde savait venir était finalement arrivée. Mais elle ne commença pas avec des bombes. Elle commença avec un obus de 4 pouces d'un destroyer obsolète équipé de réservistes du Minnesota que personne ne prenait au sérieux. L'équipage du sous-marin japonais, 2 hommes, mourut instantanément lorsque l'obus du Ward frappa. Leurs noms ne furent pas enregistrés dans les archives américaines. Le sous-marin coula si vite qu'ils n'eurent aucune chance de s'échapper. Ils devinrent les premières victimes japonaises de la guerre du Pacifique. Tués avant que la guerre ne commence officiellement. Tués dans les eaux territoriales américaines en tentant une attaque secrète. Le Ward servit de 1918 à 1944. 26 ans. 2 guerres mondiales. Il tira le premier coup américain dans l'une et mourut dans l'autre. Début et fin connectés par un seul homme qui commanda les 2 moments. Outerbridge vécut avec cette connaissance pendant 42 ans après que le Ward eut coulé. Il en parlait rarement. Quand on le lui demandait, il disait qu'il faisait son travail les 2 fois. La première fois protégeant le port, la deuxième fois protégeant la flotte. Les réservistes du Minnesota qui composaient l'équipage du Ward se dispersèrent après la guerre. Certains restèrent dans la marine. La plupart rentrèrent chez eux à Saint-Paul et Minneapolis. Ils exercèrent des métiers ordinaires, mécaniciens, enseignants, vendeurs, propriétaires de magasins. Ils se marièrent, élevèrent des familles, vécurent des vies normales. Mais ils n'oublièrent jamais avoir été debout sur le pont du Ward dans l'obscurité avant l'aube. L'alarme de branle-bas de combat. La tour de commandement du sous-marin brisant la surface. L'impact de l'obus. L'avertissement que personne n'avait cru. L'histoire du Ward est oubliée par la plupart des gens. Pearl Harbor est commémorée. L'attaque est commémorée.
Mais le premier tir, le sous-marin, le Ward lui-même, largement oublié. Le Cannon se trouve au Minnesota. L'épave repose dans la baie d'Ormoc. Les hommes qui ont servi à bord du Ward sont presque tous partis maintenant. Mais l'histoire demeure. 7 décembre 1941. 6h45, un obus de 4 pouces. 50 mètres. Touché direct. Premier tir. Premier adversaire abattu. 3 ans plus tard, jour pour jour, le navire qui l'avait tiré glissa sous les vagues, coulé par l'homme qui avait donné ce premier ordre de tir.